Bonjour à tout le monde. Bon, merci d'être là. Donc, petite communauté bien attentive. Donc, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Alessandro et Agnès Arbaud, donc, qui vont nous présenter donc, une conférence sur la musicalité des animaux dans la pensée antique. Comme je le disais, j'ai entendu moi un extrait de cette présentation dans une émission de l'État classique. Je me dis il fallait écouter pour entendre ça à Montréal. Ils ont eu la gentillesse de dire oui. Alors, deux mots, Agnès est professeure de philologie latine à l'Université de Strasbourg. Alors, ses travaux portent sur la littérature tardo-impériale et notamment l'historiographie. Donc, autour de la figure, c'est ça. Donc, et de l'idéologie impériale, christianisation de la culture et de l'élite tardo-impériale. Et Alessandro donc, est professeur au département de musique à l'Université de Strasbourg, où dirige l'Institut thématique interdisciplinaire CREA, donc centre de recherche et d'expérimentation sur l'acte artistique. Donc vous vous doutez que donc, nous avons, nous, à l'Observatoire, donc, des relations privilégiées avec le CREA. Il consacre ses recherches donc, à l'esthétique et à la philosophie de la musique. Alessandro est déjà venu chez nous au moins 2 reprises, une fois pour le colloque en esthétique, il m'a rappelé en 2013, donc il y a déjà longtemps. Et puis tu es revenu après pour une journée d'études, un autre colloque, c'était en 2019, non, je crois. C'est ça, voilà. La pandémie. Avant la pandémie. Alors, il est auteur d'essais et de monographies sur Adorno, la pensée des Lumières, Nietzsche, Wittgenstein. Et les recherches d'Alessandro actuellement touchent donc l'ontologie des œuvres et des performances musicales, de l'enregistrement et de la diffusion de la musique dans le web. Voilà. Donc, il nous présente aujourd'hui, comme je vous le disais, la musicalité des animaux dans la pensée antique, et je leur cède immédiatement la parole. Merci. Merci. Merci de l'invitation, Michel. Donc, c'est Agnès qui commence et qui introduit la thématique. Alors, vous le savez peut-être, la recherche actuelle, qui est aussi bien scientifique que zoologique, a montré que les séquences sonores émises par certains animaux, et en particulier les oiseaux, qui constitueront quand même le gros de notre conférence, forment des unités que l'on peut sans abus de langage considérer comme musicales, car elles comportent des variations d'intervalle, de durée, de timbre, voire dans certains cas ce que l'on pourrait appeler un vrai style individuel, transmis de génération en génération et constituant une sorte de protoculture. Or, ce qui est vraiment incroyable, c'est que de telles observations avaient été jusqu'à un certain point déjà faites par les anciens, qui avaient noté que certains animaux réagissaient à des modes et à des rythmes et étaient quelquefois capables de produire des expressions sonores harmonieuses, irréductibles à des fonctions biologiques ou de communication. Alors, quel va être notre objectif aujourd'hui? Eh bien, c'est d'essayer de démêler l'écheveau de ces remarques et suivre leur évolution au cours de l'Antiquité. Alors, on va le faire selon un empan chronologique vraiment ambitieux, et même certainement trop ambitieux, puisqu'il va de la période archaïque, sur laquelle on va passer quand même très rapidement, jusqu'à l'ère chrétienne, et donc un tel choix va nous contraindre à être très synthétique, voire à sauter des périodes, justifié, à moitié justifié par la lacune des sources d'ailleurs. Alors, ce faisant, nous espérons réussir à jeter quelques lumières sur les cadres de la discussion philosophique dans lesquels s'inscrivent très souvent les réflexions des anciens à propos de la musicalité des animaux. Une telle thématique touche en effet à la définition de la musique comme produit de l'intelligence humaine, comme produit de l'intelligence humaine, et par là même interroge ce qui sépare ou rapproche l'homme de l'animal grâce à une étude du rôle joué entre sensibilité et intellect par les facultés d'imagination et de la mémoire. Voilà, alors donc la question à laquelle on tentera de répondre en serrant un peu ces cadres, disons, les capacités musicales peuvent-elles constituer, disons, un indice de la présence chez l'animal d'une impulsion naturelle, ce qu'on appellerait aujourd'hui avec un mot instinct. Les anciens n'avaient pas ces mots, mais ils parlaient d'impulsion naturelle, ou alors c'est plutôt révélateur d'une forme d'intelligence ou d'imagination semblable en quelque sorte à celle des hommes. Alors, pour développer cette thématique qui est philosophique,
Et on a tenté de mettre en œuvre une sorte d'approche interdisciplinaire. Évidemment, quand on va dans les sources anciennes, tout un vocabulaire, un lexique doit être traité d'une manière un peu particulière. Donc Agnès et disons, les métiers dans ces champs. Et en ce qui me concerne, donc, c'était plutôt les compétences, si on veut, philosophiques. Et, on a tenté ensemble de construire des cadres historiques et puis voilà, l'aspect musicologique ou zoomusicologique, parce que comme vous le savez, aujourd'hui, la discipline s'est développée aussi en ce sens-là, et la description des chants des oiseaux est un domaine qui s'est développé depuis, sinon autre, les travaux de François Bernard Mage. Donc, quelle est notre méthodologie? On a formulé, disons, des hypothèses qu'on a tenté de vérifier, essentiellement par l'analyse des sources anciennes et la comparaison, accompagnées, si on veut, de quelques confrontations avec les résultats de la recherche scientifique actuelle, et avec des exemples de transcriptions empruntées à des compositeurs. Comme vous le savez, tout le monde dans cette salle, l'essai Messiaen, a énormément transcrit des chants d'oiseaux et s'est intéressé à écrire un grand traité d'ornithologie, donc des zooornithologies, si on veut, d'ornithologie musicale. Donc voilà, on a également fait recours, disons, à cette source. Le tout avec quelques observations, évidemment, aussi sur le plan empirique, qui tentera de corroborer certaines des hypothèses interprétatives. Toute cette salade, on va la voir maintenant dans ce qu'on va vous raconter. Alors, le plan, brièvement, donc on fera une brève introduction avec ce qu'on vient de faire. On va parcourir brièvement les origines du débat avec les mythes et la poésie archaïque, pour arriver après à des figures centrales comme Platon et Aristote. Dans un deuxième moment, donc, il y aura une réflexion qui passe au monde romain, où la question de l'ars animal s'est posée d'une manière assez directe, dans les débats entre stoïciens et néo-académiciens surtout. Vous voyez quelques personnages qui seront impliqués dans cette histoire. Et on terminera avec le début de la pensée chrétienne, qui en fait a constitué une sorte de tournant important dans la pensée antique, parce que, comme vous le verrez, donc, la pensée chrétienne a accentué certains aspects présents chez les stoïciens. Et en quelque sorte, vous verrez, c'est un peu un choix qui ouvre un nouveau monde et ferme en quelque sorte un débat intérieur. On va le voir. Alors, pour poser un peu les bases de la discussion, je vais d'abord commencer par souligner que la mythologie, tout comme la poésie archaïque, la première poésie grecque, a accordé indubitablement des formes d'expression musicale au monde animal. Pour la mythologie et la poésie grecque archaïque, la musique, en fait, se situe dans une sorte de zone frontière entre le monde humain et animal, et permet la communication entre les deux. Alors, on peut rappeler quelques épisodes. Alors, je parlerai surtout de celui des sirènes, donc, que vous connaissez bien, qui sont de merveilleuses chanteuses, mi-femmes, mi-oiseaux, et qui causaient la perte des humains par leur voix. Alors, on peut penser encore à la magicienne Circé, toujours dans l'épopée homérique, qui attirait par son chant les hommes à l'intérieur de son palais pour ensuite les transformer en prisonniers. Alors, la musique apparaît également dans le mythe ancien comme un moyen de communication privilégié entre l'homme et l'animal. Et ici, il faut avant tout rappeler, évidemment, la légende d'Orphée, qui séduisait de son art les animaux et les rochers, et qui était donc destiné à devenir un motif iconographique récurrent pour la musique. Alors ici, cette légende est assez ambiguë parce qu'elle peut aussi illustrer tout simplement le pouvoir de la musique qui réussit à séduire juste l'auditoire improbable qu'est les animaux. Mais elle reste quand même assez ambiguë. Alors, passons maintenant à la poésie archaïque du 7e siècle. Alors, et à Alcman, au poète Alcman.
Alors, Alcman, lui, a pris le problème d'une autre manière, puisque lui, il a attribué à l'animal la primeur d'un art que l'homme aurait ensuite appris en imitant avec la bouche ou des instruments de sa fabrication les sons entendus de la nature. Pour la poésie grecque archaïque, la musique, c'est d'abord, la musicalité, c'est d'abord l'apanage des animaux, qu'aurait ensuite récupéré l'homme en l'imitant, par imitation, et en développant des instruments pour pouvoir chanter. Alors, le poète Alcman, donc ce poète du 7e siècle, qui nous est parvenu que de manière fragmentaire, surtout par des témoignages indirects, déclarait avoir trouvé dans la bouche des perdrix les vers qu'ils chantent et la musique qu'ils accompagnent. Alors je vous lis le fragment dans une très belle traduction. Alcman a trouvé ces paroles et de sa langue il sifflait l'air en tressant la chanson des perdrix. Chanson des perdrix qui évidemment n'est pas si mélodique que ça, mais il y a sans doute un rythme que Alcman doit avoir repris, parce que vous allez entendre le chant des perdrix. C'est vraiment une formule rythmique qu'on peut reproduire dans un vers. Hein? On voit une sorte de cadence qui semble inspirer, disons, ces vers. Alors, Alcman était à l'origine d'une vision qui plaçait le chant des oiseaux en amont de la musique humaine, comme j'ai dit, et qui surtout a été diffusée tout au long de l'Antiquité, de Démocrite à Plutarque. Plutarque, c'est le tournant du début du IIe siècle après Jésus-Christ, en passant par Lucrèce, qui la développe. Et donc, les épicuriens la reprendront. Très bien. Passons maintenant aux philosophes. Et on commence déjà avec l'époque des présocratiques, où la question pour les philosophes se pose dans des termes assez dichotomiques. Et c'est un débat qui se forme dès le 5e siècle, on pourrait dire. Alors, dans quel cadre est présent le chant des oiseaux dans cette littérature ancienne? Dans le cadre des phénomènes exceptionnels dont les animaux sont capables. Et parmi ces phénomènes, c'était l'idée de tous si vous voulez, les artefacts dont les animaux sont capables. Par exemple, construire un nid. Hein, ici, évidemment, c'est une cigogne, parce qu'on vient de Strasbourg, comme vous le savez. Donc, évidemment, c'était facile de les trouver. Mais les fourmilières, les rayons d'abeilles et les chants des oiseaux, comme œuvres, sophistiquées, au fond, présentes de la nature. Comment on les explique? Alors, la réponse s'inscrivait dans des stratégies, essentiellement. C'est-à-dire, ou bien on attribuait aux animaux une forme de comportement et de savoir instinctif, ou bien on les reconnaissait une forme d'intelligence. On va voir, au fond, ces deux voies qui ont retour. Si les hommes, tout comme les animaux d'ailleurs, font des choses fusées, c'est-à-dire naturellement, et notamment celles qui sont nécessaires à leur survie, pour certains philosophes, c'était en effet peut-être dans cette direction qu'il convenait de chercher la clé pour expliquer ce qui pousse un oiseau à chanter. Et les premiers jalons de cette thématique se trouvent dans les dialogues platoniciens. La position de Platon et de ses disciples après, à l'égard de l'animal, est assez ambivalente. D'un côté, il en fait une sorte de symbole d'irrationalité. Vous trouvez souvent dans ces dialogues la comparaison avec les animaux, de l'homme et l'animal, et le côté irrationnel de l'homme, c'est le côté qui est le côté animal, ce qui paraît assez intuitif, disons. Mais de l'autre, dans ses œuvres de la maturité, il accorde aux bêtes une forme de nous, d'intelligence, certes inférieure à celui des hommes, mais réelle. Et l'attention qu'il prête au chant des oiseaux reflète quelque part cette ambiguïté entre ces deux positions. Même si globalement sa position est plutôt, nous oriente vers une démarcation assez nette entre monde humain et monde animal. Alors, voyons maintenant les textes.
Alors il y en a 3 qui sont très intéressants, le Phédon, le Phèdre et les lois. Alors, dans le Phédon d'abord, Platon a immortalisé alors, une légende, la légende du chant du cygne, qui sera appelée à une très longue postérité dans tous les textes dans l'Antiquité. Alors, sur le Socrate, sur le point de mourir, dans le Phédon, évoque le chant du cygne et explique alors que contrairement à une croyance répandue, le cygne ne chante pas avant de mourir sous l'effet de la peur du trépas, mais parce qu'il est heureux d'aller dans l'Hadès. Alors, dans cette légende, alors, le cygne est chanteur par nature et chante pour chanter. Alors, passons maintenant au Phèdre. Dans un autre registre, c'est le plaisir qu'ils prennent à chanter qui fait oublier aux hommes cigales du Phèdre. Alors, c'est Platon qui a inventé cette histoire des hommes cigales. Alors, ces hommes cigales qui chantent et sont faits pour chanter, et aiment tellement chanter qu'ils oublient de s'alimenter pour vivre. Et les hommes cigales existaient dans un monde avant la venue des muses. Et donc, une fois les muses venues, celles-ci leur accordent le privilège de passer leur vie entière à chanter sans avoir besoin de manger et de boire. Et donc, ces hommes cigales n'existent que par la musique et pour la musique. Alors là, on est dans le domaine de la légende, du mythe, etc. Et c'est dans le mythe que il y a une sorte de passage entre l'homme et l'animal par la musique chez Platon. En revanche, une ligne de démarcation plus nette entre les émissions sonores des hommes et celles des animaux émerge très clairement dans le tout dernier dialogue platonicien, les lois. Alors, les arguments de l'interlocuteur maïotique, donc le vieillard qui est appelé l'Athénien, si vous connaissez bien les lois, sont explicites. Alors, vous voyez donc, dans la prochaine diapo, donc, que nous dit Platon? Aucun animal n'a le sentiment de l'ordre ou du désordre dans les mouvements de ce que nous appelons rythme et harmonie. Alors, en fait, la position est un peu plus complexe que dans cette formule, parce que ce qu'on voit chez Platon, c'est essentiellement une sorte de position systématique. Alors, pour Platon, qu'est-ce que la musique est? La musique, c'est l'union des harmonies, rythme et parole, c'est-à-dire le logos. C'est-à-dire que pour lui, ce qui est musical doit, par définition, avoir ces 3 éléments ensemble. Ce qu'on dit musique aujourd'hui, c'est pour lui plutôt la poésie chantée, si on veut. Et pour cette raison, évidemment, il n'y a pas de musique animale. Aucun animal a la parole. Donc, quand on part de cette position très, très claire, comme dire, on arrive évidemment à ces conclusions. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il observe qu'en même temps, ce qu'ils font les animaux ressemble beaucoup à ce que font les hommes quand ils produisent une musique qui n'est pas la réunion de ces 3 éléments. Aujourd'hui, on dirait tout simplement quand on fait de la musique instrumentale. Il y a cette présence dans les dialogues, vous voyez, qui est vue comme une sorte de limite, évidemment. C'est-à-dire les musiciens, vous voyez qu'au lieu de mettre ces 3 éléments ensemble, ils ont tendance à tout séparer, tantôt présentant des mesures, des figures et des vers sans mélodie, tantôt sans parole, des rythmes et des mélodies qui les exécutent sur le sitar ou sur l'olos, de sorte qu'il est fort difficile de deviner ce que signifient ces mesures et cette mélodie dénouée des paroles, ni à quel genre d'imitation un peu raisonnable cela rassemble. Alors, qu'est-ce qui manque à cette musique instrumentale, cette thématique qui va parcourir toute l'histoire de l'esthétique musicale pendant des siècles, quelque part? Il n'y a pas de signification claire, il n'y a pas une forme de dénotation qui est le propre du langage. Alors, c'est une position voilà, qu'on retrouvera telle qu'elle. Voilà, 18e siècle, les Beaux-Arts réduits en même principe. Charles Batteux, 1746. Qu'est-ce que c'est? Même principe. C'est le même principe, c'est la mimésis, c'est l'imitation. Et donc, c'est évidemment
évidemment la thématique platonicienne qui est ressurgie telle qu'elle est au XVIIIe, et dans les chapitres consacrés à la musique, dans ce traité, toute musique et toute danse doit avoir une signification, un sens. Ce qui porte évidemment à Batteux à privilégier la musique vocale et à reléguer la musique instrumentale à moitié de son existence, c'est-à-dire c'est quelque chose, c'est une métaphore du prisme qui fait de beaux effets, de belles couleurs, mais à la longue fatigue parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Alors, évidemment, aujourd'hui, on n'a plus une position si nette à ce sujet. Et on a le plaisir d'avoir ici Jean-Jacques Nattier qui a consacré un chapitre de son encyclopédie à la signification comme paramètre carrément de la musique. Et je suis sûr qu'il aurait quelque chose à dire. Et la musique, évidemment, n'a pas besoin de la parole pour signifier quelque chose. Mais évidemment, ici, il y a une sorte de sémiotique liée beaucoup à l'idée du langage, c'est-à-dire à la prééminence, disons, du logos comme capacité de signifier par des notations. Voilà. Il y a un deuxième, donc finalement, un deuxième argument très important dans ce dialogue, parce qu'il reviendra dans l'histoire de la pensée antique. Ce n'est pas seulement le fait que la musique des animaux, la musique entre guillemets, n'a pas de logos, mais c'est aussi que les animaux ne sont pas capables de vraiment maîtriser leur art, parce que maîtriser un art ne signifie pas seulement apprendre à faire certaines choses par l'outil, et sans principe. C'est ce qu'ils font les animaux et certains musiciens. On les trouvera, hein, cet argument 1000 ans plus tard et bien d'autres fois. Mais maîtriser son art, c'est être capable de juger du rythme et de l'harmonie. Donc il y a une sorte de, comment dire, déjà des divisions, des séparations entre des voix, ce qui sera la musique théorique et la musique pratique. Non, les praticiens qui ne connaissent pas, ne savent pas vraiment ce qu'ils font. Cela dit, bon, si on se met du côté des musiciens pratiques, l'animal aura quelque chose à dire. On va les voir. Alors, on va passer maintenant à Aristote, qui a beaucoup à dire sur la musicalité des animaux. Alors, en effet, si comme chez Platon, la comparaison entre l'homme et l'animal émerge d'abord dans ses écrits politiques, elle est remarquablement approfondie dans d'autres contextes, et notamment celui de ses écrits psychologiques, poétiques et surtout biologiques, et notamment dans l'histoire des animaux, qui est non seulement l'ouvrage le plus long de tout son corpus, mais également une de ses œuvres appelées à devenir les plus célèbres. Alors, commençons par la politique. Dans la politique, le philosophe souligne que les animaux sont susceptibles, au même titre que les hommes, d'être fascinés par la musique, même s'il, dit Aristote, le plaisir qu'ils éprouvent à l'écouter reste grossier. Alors, le même constat réapparaît à plusieurs reprises, par l'exemple, illustré par l'exemple, dans l'histoire des animaux, qui va nous occuper surtout. Alors, par exemple, on lit, entre autres, que la biche se laisse facilement prendre par les chasseurs si l'un d'entre eux chante ou joue de la flûte. Alors, ces techniques de chasse par la musique vont être une thématique très répandue dans les textes anciens. On va la retrouver, si on a le temps, dans d'autres textes. Alors, c'est déjà quelque chose de très piquant, parce qu'on ne fait pas ça de nos jours. Et ensuite, cela montre que les anciens avaient vraiment conscience de la sensibilité des animaux éventuels à la musique. Mais Aristote ne se contente néanmoins pas de souligner cette sensibilité musicale exceptionnelle de certaines espèces. Il s'intéresse aussi au chant, entre guillemets ou non, on verra, que font entendre de nombreux animaux, et ses remarques sur ce point s'inscrivent à l'intérieur d'une réflexion plus large sur les sons produits par les êtres vivants. Alors, Aristote introduit d'abord une distinction très intéressante, terminologique et conceptuelle. Il distingue avant tout entre le son inarticulé, c'est-à-dire le bruit, le son en général, le psophos, la voix, phoné, c'est-à-dire le son émis par un être animé,
Alors il emploie aussi phonet, petite parenthèse, pour les instruments de musique, qui sont un prolongement de la voix humaine. Okay, ça c'est vraiment, il emploie phonet pour la voix, pour la voix des êtres animés et les instruments de musique. Et enfin, il parle de la dialectos, c'est-à-dire le son articulé ou langage. Alors de ces trois phénomènes, le son, la voix et le langage, c'est évidemment le son qui embrasse le champ le plus vaste, tandis que la voix est strictement liée aux êtres vivants. Alors, à partir de ça, il montre que le genre des oiseaux possède une voix, mais seuls ceux qui ont une langue large ou qui n'est pas en pointe sont susceptibles de produire comme l'homme une dialectos, c'est-à-dire un son articulé, une forme de langage. Et c'est le cas du perroquet, par exemple, qui, dit Aristote, a la langue large et est capable d'émettre des sons articulés, et surtout lorsqu'il est pris de boisson, lorsqu'il a trop bu. Alors là, il est très volubile. Alors, Aristote, dans l'histoire des animaux, donc, ensuite, s'emploie à opérer des distinctions entre les oiseaux selon qu'ils sont muets ou émettent des sons. Et il cherche alors souvent à préciser les caractéristiques de ces sons par l'emploi d'un verbe mimétique de son objet. Par exemple, les coqs, kokutzoussi, et là on entend bien. Les perdrix, selon les lieux, kakab, kakabitzoussi, ou font, alors là c'est moi qui ai traduit, parce que je ne voyais pas comment traduire ce terme, ou font tri-tri, c'est-à-dire trizoussine. Les grues sifflent, épizuritoussi. Ou bien encore, Aristote caractérise leur voix, leur phonet, par leur degré de hauteur. Par exemple, la grive litorne, nous dit-il, fait entendre un son aigu, oxuf tegetai. Il les caractérise aussi leur voix par leur intensité. Les grues donnent l'alerte en criant, vaune, tandis que le gypaète, qui est un oiseau de proie, crie et murmure, moa kai minuridzei. Alors, mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est que Aristote distingue très clairement, dès le début de l'histoire des animaux, entre oiseaux qui sont chanteurs, donc il emploie le verbe adein, et oiseaux qui ne le sont pas. Et il répertorie expressément certains animaux comme chanteurs, tels le rossignol, la perdrix, le brinte. Alors le brinte, avant que vous me demandiez, c'est un oiseau marin dont on n'arrive pas tellement à déterminer. Mais c'est un oiseau marin. Le merle, ou, alors dit-il, le cygne à l'approche de la mer. Donc on voit qu'ici il perpétue la légende de son maître. Alors d'autres, donc voilà. Alors Aristote note encore que certaines espèces peuvent passer selon les saisons, du chant au bruit. Le merle, par exemple, chante en été, adèle, mais en hiver, fait entendre un claquement sec, et là vous l'entendez, patagei, et discordant, tegetai, torubodes. Voilà, mais les observations plus intéressantes qui vont dans cette direction, Aristote les fait à propos de l'oiseau chanteur par excellence, c'est-à-dire les rossignols. Alors, regardez ce qu'il écrit, c'est vraiment, pour moi, pour des aspects, c'est exceptionnel, l'observation d'Aristote. Il observe qu'il reste toujours chanteur, mais sa voix devient moins belle au fil des saisons. Il chante au printemps de façon continue pendant 15 jours à 15 jours. Oui. Ce qui est confirmé aujourd'hui par les ornithologues, il y a une saison spécifique du chant plus beau, disons, de cet oiseau. Puis il continue à chanter, mais plus sans interruption. Et au cours de l'été, il émet une autre voix. Il n'est plus susceptible d'autant de modulations, qui n'a plus la même vivacité, ni la même souplesse, mais est unie. Donc, c'est une théorie qui sera reprise et amplifiée par Darwin, qui note que les animaux chantent et vocifèrent à l'époque des amours. Au fond, donc, la première observation d'Aristote est que les chants ne fonctionnent pas seulement comme un appel, vous savez, mais comme moyen de séduction et de compétition. Ça, c'est le premier aspect. Mais il y en a un deuxième qui est encore plus exceptionnel. Regardez cette observation. Certains rossignols ne chantent pas avec la même voix que leurs parents, s'ils ont été élevés loin d'eux et ont écouté les chants d'autres oiseaux. Alors, on
pourrait dire que c'est de la fantaisie de quelqu'un qui est en train de partir par la tangente. Pas du tout. Et les ornithologues ont absolument confirmé le fait que le rossignol est capable de développer des chants différents en fonction du contexte. Ce qu'ils appellent vraiment des dialectes locaux. Hein, ce qui permet donc de différencier et d'observer quelque chose qu'on n'hésiterait pas à appeler une protoculture. C'est-à-dire qu'au fond, vous voyez, le fait de produire quelque chose qui est transmis d'une génération à l'autre via l'exemple, que faisons-nous les hommes quand nous faisons de la culture, sinon transmettre de cette manière, non? Donc ça c'est le premier aspect important, ou le deuxième si vous voulez, et le tout rentre dans un cadre qui est graduel, c'est-à-dire autre chose qui a compris Aristote, qui a théorisé entre nous, c'est-à-dire non pas des dichotomies comme on pourrait imaginer homme-animal et encore, disons, tout l'animal mis dans la même catégorie comme ont fait certains philosophes précédents, mais rendre observateur une échelle graduelle. Tous les animaux ne sont pas capables de faire les mêmes choses, ce qui nous paraît évident, mais quelque part, certains animaux possèdent non seulement la faculté sensitive, mais une véritable capacité de représentation, c'est-à-dire de réactualisation d'une image perçue dans le passé. Dans les DNA, ils développent cet argument, ce qui est le propre d'une faculté qui est, par tradition, après, pour les philosophes, moyenne, c'est-à-dire faculté qui se trouve entre sensation et intellect, et qu'on appelle imagination. L'imagination, pour les anciens, c'est la capacité de reproduire des images en absence de la sensation. Ce qui est une faculté fondamentale. Quand ces images ne sont pas seulement reproduites, réactualisées, mais elles sont récomposées, eh ben, on est très proche vraiment d'une protoculture. C'est-à-dire on est vraiment un pas de ce qu'on fait nous, avec après toute notre tradition, non seulement musicale, évidemment. Les chants de certains oiseaux, donc, peut ne pas être innés, mais transmis de génération en génération et conditionné par l'enseignement et l'exercice. Remarque vraiment formidable, très intéressante. Alors, Aristote, pour sa part, invitait à voir dans les réalisations de l'activité animale, et en particulier la musique animale, d'abord l'effet d'une impulsion naturelle, puisque c'était des chants quand même en situation. Mais quand même, comme vous l'avez vu, quelques-unes de ces réflexions étaient assez ambiguës, d'ailleurs c'est le cas aussi de Platon, donc assez ambiguës, pour permettre par la suite à des courants philosophiques, et notamment le stoïcisme et la Nouvelle Académie, de s'appuyer sur la réflexion aristotélicienne et la documentation que lui et ses successeurs, et en particulier Théophraste, donc avaient rassemblé pour soutenir des vues totalement antagonistes à propos de l'éventuelle part de raison qu'impliquait la sensibilité et les performances musicales des animaux. Alors, commençons. Donc vous avez ici l'image, la représentation de Carnéade, qui est certainement le penseur qui, enfin on le suppose parce qu'on n'a presque plus rien de lui, on le connaît que par la tradition indirecte, qui a beaucoup attribué, qui était un fervent partisan d'une forme de raison chez l'animal. Et en face, vous avez Cléante, qui est le stoïcien, qui a nié la raison animale, mais en même temps s'est posé pas mal de problèmes. Alors, je vais commencer par les stoïciens. Alors, les philosophes du portique, les stoïciens, donc, dans leur vision anthropocentrique du monde, considéraient sans ambiguïté que la raison comme le seul privilège de l'homme. Les animaux, alors voilà quel était leur raisonnement, les animaux en tant qu'êtres irrationnels ne pouvaient pas posséder de techné, d'art, donc, dont la maîtrise supposait obligatoirement une épistémès scientia, c'est-à-dire donc un ensemble de connaissances théoriques qui étaient indissociables de la raison, du logos, la ratio. C'est pourquoi, pour les stoïciens, si certains produits de l'activité animale étaient quelquefois susceptibles d'apparaître semblables, voire supérieurs à ceux de l'activité humaine, alors les stoïciens sont de grands admirateurs des animaux. Ils étaient en fait, selon eux,
le résultat d'une impulsion naturelle qui incitait les animaux, grâce aux organes qu'ils étaient dotés, à réaliser spontanément, sans y penser, certaines tâches en vue de leur bien-être et de leur conservation. Alors, celui qui l'explique le mieux, alors là on saute pas mal de siècles, mais celui qui l'explique le mieux, ou du moins dont on a gardé les textes, est Sénèque, donc au 1er siècle de notre ère. Alors, dans ses lettres à Lucilius. Alors, pour Sénèque, l'ars avec laquelle l'araignée, donc vous avez les références, hein, l'araignée tisse sa toile, ou l'abeille construit ses rayons, est innée et ne s'apprend pas. Et Sénèque se fonde, donc à la suite de la pensée stoïcienne, donc se fonde sur l'immédiateté du comportement des animaux et l'absence de variété dans leur production. Alors il souligne que les toiles d'araignée ou encore les rayons de miel sont tous identiques. Donc pour dénier tout ars aux animaux. Et à l'inverse, l'ars humaine est le fruit d'une scientia, d'une connaissance acquise par l'apprentissage. Et les productions humaines sont inégales. Aucune production artistique n'est semblable à une autre. Et la finalité de l'ars donc humaine ne vise pas la conservation forcément de l'artisan. Donc c'était les 3 arguments principaux des stoïciens pour dénier toute faculté d'ars aux animaux. Alors qu'en est-il du chant des oiseaux chez Sénèque? Mais il n'en parle pas tellement. Il dit simplement que dans les lettres à Lucilius, il évoque simplement la voix particulièrement suave et variée du rossignol, mais il la présente comme un don naturel de l'espèce, et il la met sur le même plan que la voix très claire du chien, celle aiguë de l'aigle, ou encore celle exceptionnellement grave du taureau. Et il souligne qu'aucun de ces animaux n'a pour autant la raison, qui demeure l'apanage de l'homme. Alors, justement, on va voir que les stoïciens ne vont jamais évoquer le problème des oiseaux les plus musiciens, ou très très peu, ou ne vont pas glisser dessus. Alors, Sénèque, pour sa part, s'en tient là, il ne dit rien de plus, et ne s'interroge pas plus avant sur les capacités musicales des animaux. Alors, il y a quand même un contemporain qui va le faire, qui va se mouiller un peu plus. C'est le juif hellénisé Philon d'Alexandrie, dont la réflexion sur les animaux est fortement inspirée par le stoïcisme. Alors, le texte le plus important pour notre problématique est un dialogue intitulé l'Alexander, qui a été donc écrit autour de 45-50 après Jésus-Christ. Alors malheureusement, ce texte, la terminologie, alors il est écrit en grec. Donc, mais il a été écrit originairement en grec, mais la terminologie grecque, le texte grec nous manque, parce que ce texte ne nous est parvenu que par une version arménienne, une traduction arménienne. Donc, mais complet, mais à travers une version arménienne. Mais il présente quand même pour nous l'avantage de présenter tour à tour les arguments néo-académiciens, donc les ennemis de la raison animale, puis de l'argument de Philon qui, lui, contredit la thèse des néo-académiciens. Alors la thèse néo-académicienne dans ce dialogue est placée par un personnage qu'on connaît très bien par ailleurs, parce qu'il était très proche du pouvoir impérial. C'était l'apostat, c'était le juif apostat Julius Tiberius Alexander, qui est bien connu par ailleurs, donc Alexandre, et qui était manifestement, même si on le sait pas, de manière indirecte grâce à ce dialogue, qui était acquis aux idées de la nouvelle académie. Alors, Philon, dans le discours, fait d'abord parler Alexandre, et il répond. Alors, que nous dit Alexandre? Alexandre dit que les animaux possèdent le logos endiathetos, c'est-à-dire la raison pensante, la raison intérieure, le raisonnement, et également la raison proférée, c'est-à-dire le discours, ce qu'on appelle le logos prophorikos. Et il souligne, donc Alexandre souligne, que certains oiseaux sont capables, et c'est Aristote, donc il s'appuie sur le témoignage d'Aristote, sont capables de faire fonctionner leur langue distinctement. Et ensuite, il rappelle que la voix, indice, alors je cite le texte, la traduction de l'arménien, donc indice de puissance cachée, c'est-à-dire d'un raisonnement intérieur, a 2 usages, la voix a 2 usages, l'un pour parler et l'autre pour chanter. Et ensuite, après, il en profite pour mettre en scène de véritables concerts
d'oiseaux musiciens, donc oiseaux musiciens qui ont manifestement la raison, dotés de la raison proférée, donc qui non seulement chantent, mais aussi à bien les écouter, chantent à l'unisson. Et surtout, il conseille, vous voyez dans ce texte, il conseille à ceux qui ne croiraient pas à l'existence d'une forme quelconque de logos à l'origine du chant des oiseaux, de se rendre dans les parcs d'Alexandrie et d'écouter soigneusement soigneusement écouter soigneusement le chant des oiseaux et l'étudier. Donc vraiment étudier les séquences musicales. Voilà, mais que pensait en fait Philon proprement? Parce que ça, c'est la position de son interlocuteur, c'est-à-dire les néo-calvinistes. Philon n'y croyait pas vraiment, et sa position est bien plus dichotomique, si vous voulez, et nous fait reconnaître sur le fond un argument qu'on a retrouvé dans le texte platonicien, à la base. Bien que certains de ces actes des animaux rassemblent ceux des hommes, ils les accomplissent sans penser. Vous voyez cette position pour laquelle l'animal fait, est capable de faire, mais tout est instant, tout est comportement, impulsion naturelle. Donc, quelque part, et non seulement on voit, encore une fois, la comparaison avec la musique, ce qu'on appellerait aujourd'hui la musique instrumentale, qui est également tellement imparfaite qu'elle ne nous fait rien comprendre. C'est au fond, c'est ce qu'il dit. Et il développe une sorte de sémiotique naïve, si vous voulez. C'est-à-dire, il s'est dit, il n'y a pas assez de clarté dans les sons émis par les animaux et par les instruments pour qu'on puisse comprendre vraiment. Seulement, l'homme a développé un langage qui a une telle clarté qui nous fait traverser la parole pour arriver à sa signification. Évidemment, c'est une position un peu comment dire, réductrice et surtout un peu naïve, dans le sens que, évidemment, même pour les animaux, les sons est presque toujours les signes de quelque chose. C'est-à-dire, c'est comme si l'animal n'avait pas la capacité d'interpréter les sons en fonction de quelque chose. La première chose que fera un lapin quand il entend un bruit, c'est dresser les oreilles et foutre les camps, parce qu'évidemment, il sait d'être la proie parfaite. Bon, qu'est-ce qu'on retrouve au fond? Vous voyez toujours cette différence entre la poésie chantée, qui est pour Philon encore, comme pour Platon, la vraie musique, hein, et de l'autre côté, cette musique à moitié, qui est un peu la musique instrumentale, où la clarté n'est pas présente, au moins. Cette clarté due à l'articulation distante n'est pas encore là. Seulement, l'homme, comme dire, a cette capacité. Mais il s'agit clairement d'un argument forcé. Et ce qui est intéressant dans le dialogue des Philons, ce qu'on retrouvera aussi chez Augustin, par exemple, c'est qu'il y a un interlocuteur, qui est la position d'Alexandre, qui, justement, a des doutes sur cette position de principe. Après, voilà, le tout est ramené, disons, dans le système, et les stoïciens diront tout est instant naturel. Et donc, du coup, il n'y a pas de véritable ars là derrière. Voilà. Mais passons à un auteur majeur qui n'était pas philosophe, mais grand encyclopédiste naturaliste et qui a écrit des pages formidables sur la thématique qui nous intéresse. C'est-à-dire Pline. Alors, Pline était un auteur d'une grande histoire naturelle, comme vous le savez. Alors, les livres 8 à 11 de son encyclopédie étaient consacrés aux animaux, et le livre 10, qui va donc nous intéresser tout particulièrement, était notamment consacré aux oiseaux. Alors certes, comme disait Alessandro, ce n'était pas un philosophe, mais comme tout auteur d'histoire naturelle dans l'Antiquité, il envisageait le vivant aussi sous un angle philosophique, qui était indissociable donc de l'étude de l'étude naturelle, de l'histoire naturelle. Alors le cadre de la réflexion de Pline est clairement stoïcien, comme tous les Romains de l'époque. Alors, mais il n'hésite pas, quand même, il est relativement éclectique, parce qu'il n'hésite pas, si besoin est, à sortir du cadre stoïcien pour affirmer des thèses stoïciennes quand cela ne coïncide pas avec ses propres observations. Et là, c'est intéressant, parce qu'on a souvent fait de Pline un compilateur qui se contentait de recopier ce qu'avaient dit ses prédécesseurs. Ce n'est pas vrai du tout. Et il fait à propos de la musicalité des animaux des remarques très originales,
et qui illustre justement son éclectisme philosophique, qui ne se laisse pas faire par les écoles philosophiques. Alors, quelques exemples de réflexions, de remarques originales. Alors, certaines sont très fantaisistes. Alors, par exemple, au livre 9, alors il nous apprend que le dauphin est non seulement un ami de l'homme, mais aussi de l'ars musica, de la musique, et que, alors, il est tout particulièrement, le dauphin serait tout particulièrement charmé par le son de l'orgue hydraulique. Alors, où a-t-il vu ça? L'a-t-il expérimenté? Ou alors, est-ce que tout simplement, comme c'est un animal aquatique et que c'est un instrument avec de l'eau, est-ce qu'il a rapproché les deux? Donc ça, c'est quand même assez suspect. C'est de l'ordre de la littérature et de l'émerveillement. Mais bon. Mais par contre, il y a d'autres choses beaucoup plus intéressantes. Alors, par exemple, il appuie sur son expérience, il s'appuie sur son expérience pour affirmer, et contre les grands maîtres qui étaient Platon et Aristote, que le chant du cygne, c'est une légende, ça n'existe pas, et d'ailleurs il dit que lui-même il a vu mourir un cygne, et que donc aucun n'a chanté à ce moment-là, que malheureusement c'est une légende. Alors, également, il ajoute une catégorie, mais c'est autre chose, d'animaux, d'oiseaux très intéressants, qui sont les oiseaux ocènes, c'est-à-dire oskines, ce sont ceux dont le chant était un présage. Donc voilà. Mais donc, le cas le plus intéressant pour notre réflexion est celui du plus chanteur des oiseaux ocènes, donc mantique, c'est le rossignol. Et voilà les observations exceptionnelles de Pline sur le rossignol. Alors, regardez là, donc, ces passages. La première partie, bon, vous êtes instruit, parce que vous avez lu Aristote avant. Et donc, vous reconnaîtrez sans doute la première partie, l'argument aristotélicien, c'est-à-dire le fait que le chant du rossignol est saisonnier, c'est-à-dire il change en fonction des saisons, et donc il est lié en fonction évidemment biologique. Jusqu'à là, disons, Pline reprend le texte d'Aristote, mais il y a au moins des aspects pour lesquels ce texte apporte quelque chose de vraiment nouveau. Le premier, c'est la description. Le chant du rossignol est décrit d'une manière exceptionnelle. Alors, il y a eu plusieurs interprétations de ces passages de Pline. Il y a un musicologue et philologue qui s'est beaucoup occupé de l'Antiquité, Andrew Bach, qui a émis l'hypothèse selon laquelle, pour décrire ces passages, Pline se serait inspiré du fonctionnement des tibias romaines. Nous, on a émis une autre hypothèse. Il a réellement écouté les rossignols et il a tenté de retrouver un vocabulaire emprunté à la rhétorique pour décrire correctement la séquence précise des chants du rossignol. Il émet un son modulé, tantôt étiré en longueur par une émission de souffle continu, tantôt varié par une inflexion du souffle, tantôt coupé par un souffle saccadé, enchaîné en rillade, etc. La séquence du rossignol, séquence nocturne, décrite plusieurs fois par Messien, par Mage, et celle qui commence justement par une note tirée comme ça en longueur, cette idée, disons, des sons lourés. Ça commence avec cette note pointée, mais qui a une petite inflexion qu'on va entendre dans l'original, maintenant pas dans mon imitation. Mais vous voyez, cette idée de continuo spirito traitur in longum, cette idée d'une note étirée en longueur par une émission de souffle continu, c'est propre vraiment de cet oiseau. Et c'est vraiment sa caractéristique. L'autre caractéristique, toujours dans cette séquence décrite par Pline, nunc variatur inflexo, varié par une inflexion. Ce que je vous montre en bas, c'est je l'ai repris d'un sonogramme que j'ai fait à partir d'un chant de rossignol, qui montre comme effectivement la justesse de ce son à cette va vers le bas, vous allez l'entendre, pour terminer avec une formule plus sec, comme ça, c'est coupé par un souffle saccadé, non, tout brève, qui conclut, disons, la séquence. Vous allez l'entendre, la séquence décrite par Pline est précisément
ce que le rossignol fait. Voilà. Et c'est que les ornithologues décrivent, vous voyez, avec cette formule non, cette idée de formule saccadée finale. La transcription que vous voyez là-haut, c'est la transcription faite par Messien. Donc tout coïncide. Donc Messien, Pline, Aristote se retrouvent parfaitement parce qu'il interprète lui-même. Si on veut. Et effectivement les rossignols. Ça, c'est le premier aspect important, c'est-à-dire des nouveautés. C'est-à-dire Pline, comment dire, à la lumière de ce qu'a écrit Aristote, va sur le champ à vérifier et trouve effectivement ce que Aristote avait dit, mais il le décrit beaucoup mieux. Mais il y en a un autre, un deuxième. Ah, pardon. Voilà. C'est encore lui qui nous fait qui nous fait entendre son chant. Mais le deuxième aspect concerne plus proprement la thématique qui, dans le monde romain, était à cœur, disons, de cette diatribe entre stoïciens et néo-académiciens. C'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit là d'un art ou pas? Voilà. Alors, pourquoi est-ce que Pline décrit aussi précisément les différentes séquences du chant du rossignol? Eh bien, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il fait ici, ce que Alexandre, l'adversaire des stoïciens, le Philon des stoïciens, donc conseillait de faire pour se convaincre que les oiseaux avaient une véritable ars, un véritable art, c'est-à-dire écouter et décrire et décortiquer les séquences. Et c'est ce qu'il fait. Mais Pline lui-même ne se contente pas, comme Alexandre, de constats empiriques. Il s'emploie aussi à démontrer, regardez ce texte, là aussi contre les arguments des stoïciens, que le rossignol a une parfaite science musicale et qu'il s'agit d'un art. Et que donc cette parfaite science musicale fait que le rossignol possède une véritable ars. Et il emploie les mots en latin. Donc il emploie les mots scientia et ars, c'est-à-dire contre un Sénèque, par exemple. Et pour démontrer cela, il met en avant une remarque décisive d'Aristote que Sénèque ou Philon s'était bien gardé de reprendre. Alors vous vous souvenez certainement qu'Aristote affirmait que le petit du rossignol apprenait le chant de ses parents et chantait différemment d'eux s'il en était séparé. Et c'était là un argument fort qui mettait à mal les arguments stoïciens, puisque que disaient les stoïciens? Que c'était inné, que le chant des oiseaux n'était pas une ars, que c'était inné et ne s'apprenait pas. Et on ne voit jamais un Philon ou un Sénèque reprendre cet argument que devaient exploiter certainement les néoplatoniciens, comme on va le voir. Et donc, regardez ici, et à l'appui de ce qu'il dit, il décrit, alors là c'est très littéraire, une superbe leçon de chant de la part d'un rossignol maître, professeur, et donc le rossignol maître, professeur, donc manifestement donc fait écouter une séquence au petit rossignol qui apprend, élève, qui répète, l'autre, le maître, le corrige et il reprend. Et donc ici, au-delà de la dimension littéraire du texte, il s'agit d'une réalité qu'ont confirmé les zoomusicologues aujourd'hui. Alors, passons maintenant à celui qui était en revanche un professeur de philosophie, voilà, Plutarque. Voilà, on va un peu rapidement, qui là constitue par contre vraiment une argumentation à la faveur de l'intelligence des animaux. Et dans ce texte célèbre tiré des Morales de l'intelligence comparée des animaux terrestres et aquatiques, l'argument de Plutarque est relativement simple, un argument contre les stoïciens et les péripatéciens, de cette époque, à propos de la part d'intelligence qu'il convient d'accorder aux animaux. Il s'est dit tout simplement, la sensation ne peut exister sans la faculté de comprendre. Quelle signification aurait la signification sans une forme de compréhension? Les animaux ont donc une intelligence, évidemment il faudra la distinguer d'une manière graduelle de celle des hommes, et une raison dans une proportion plus ou moins grande selon les espèces et les individus. Et là vous voyez
cette idée de poser dans une échelle graduelle, mais accorder une forme d'intelligence, car il y a une forme de compréhension. Et donc l'intelligence de l'animal est rendue d'abord visible par ses mouvements et ses affects spontanés, et c'est là qu'on voit que la sensibilité de certains animaux pour la musique, les rythmes et le plaisir indéniable que ceci leur procure, devient, comme dire, une épreuve de la présence de cette capacité de l'animal. Encore un aspect pour lequel Plutarque est intéressant, il fait une distinction entre, et là on voit une sorte de tentative de concilier les écoles philosophiques, des catégories d'oiseaux chanteurs, c'est-à-dire tous les oiseaux chanteurs ne fonctionnent pas de la même manière. Pour certains, la musicalité est innée, il ne doit rien à un quelconque apprentissage. Pour d'autres, voilà, d'autres disposent effectivement d'une technique acquise en écoutant autrui. Donc non seulement ils apprennent les arts par imitation, mais même si sont capables de l'enseigner à leur tour. Donc apprentissage et imitation, ces deux aspects ne sont pas les propres de tous les animaux, mais certains animaux sont bien capables. Vous voyez que sur le fond, il y a encore l'observation d'Aristote, mais elle devient tout un argument pour dire que voilà, les animaux sont capables d'une forme d'intelligence. Alors, imitation et apprentissage ont un exemple célèbre dans ce texte. Alors, vous avez peut-être vu dans la diapositive précédente que Plutarque allait jusqu'à dire que l'oiseau, le rossignol, l'oiseau chante pour le beau et non l'utile. Alors, on est très loin du champ en situation d'Aristote ici. Non seulement il y a apprentissage, donc une protoculture, mais en plus, ce n'est pas à des fins de propagation de l'espèce. C'est pour l'amour de l'art. Alors, chez Aristote, quand même, la palme ne revient pas, Aristote. Chez Plutarque, la palme ne revient quand même pas au rossignol, mais à une pie parleuse qui est devenue chanteuse par amour du beau et de la belle musique. Alors, cette histoire-là, elle est quand même assez magnifique. Alors, cette pie parleuse, elle fait partie, comme les étourneaux, les corbeaux et les perroquets chez Plutarque, d'une catégorie d'oiseaux qui étaient capables donc d'apprendre à parler et offraient un flux, alors je cite Plutarque quand même, qui va très loin, un flux vocal dont la souplesse et l'agilité imitative se prêtaient merveilleusement à tous les exercices de mise en forme. Et donc là, ça prouve donc pour reprendre les arguments des néo-académiciens, que ces oiseaux ont à la fois la raison intérieure et la raison proférée, le discours. Mais bon. Alors, mais ici, il va très loin. Il en veut pour exemple, non seulement de l'intelligence des oiseaux, mais de leur capacité à apprendre et leur capacité musicale. Il en veut pour exemple une pie qui était fameuse à Rome, qui habitait qui était de la propriété d'un barbier et qui faisait le bonheur de tout le voisinage parce qu'elle imitait tout pour le plaisir d'imiter. Alors, mais un jour, elle a eu une révélation puisque arrive un cortège funéraire. Donc, alors des funérailles à Rome étaient quelque chose, un événement particulièrement solennel et surtout c'était le lieu d'une véritable exhibition. Donc qui était accompagné par des musiciens et en particulier des trompettistes. Et ils étaient tellement habiles que les gens du voisinage ont demandé un concert. Donc on laisse là le cadavre, ça s'appelle à brûler, et les musiciens improvisent un concert. Et la pie qui était là est tellement frappée qu'elle en perd, nous dit Plutarque, la voix pendant 2 jours. Et elle est restée sans voix, muette. Elle a eu une révélation. Elle en a perdu le boire et le manger, donc ça allait, donc son amour de la musique, enfin, la beauté pour le beau, allait bien au-delà de ses fonctions naturelles. Donc ça lui fait oublier ses fonctions naturelles. Et donc les gens s'inquiètent, on se demande si elle n'a pas été empoisonnée par un barbier rival, jaloux. Et non, c'était pas ça. Regardez ce que nous dit Plutarque. Alors, brusquement, sa voix est revenue avec éclat. En fait, ce silence, c'était tout simplement qu'elle se préparait, elle s'entraînait, elle montait et préparait sa voix comme un instrument. C'était exercice et retraite intérieure de son talent d'imitation. Et quand elle a retrouvé les voix,
ce n'étaient plus les imitations habituelles, connues depuis longtemps, mais les mélodies que les trompettes avaient jouées, rendues phrase après phrase, avec modulation, changement d'accent et de tempo restitués dans les moindres détails. Donc ici, vous avez une fille parleuse qui est devenue chanteuse par amour du beau et de la belle musique. Donc ici, un peu la boucle est bouclée, puisqu'on a vu tout à l'heure que chez les anciens avaient l'idée, d'ailleurs reprise parfois par certains zoologues, l'idée que la musique, les hommes sont devenus chanteurs et musiciens par imitation des oiseaux, et ici, c'est une pie, un oiseau, qui devient chanteuse par imitation des hommes. Et donc là, la boucle est bouclée. Alors, on va passer. Nous, disons, on peut avoir l'idée de. C'est vraiment une grande fantaisie de Plutarque, mais nous n'avons pas trouvé une pie qui était capable de reproduire les trompettes. Par contre, ça m'est arrivé de rencontrer ces ménates un jour, et donc je vais vous les faire écouter, parce que, alors, peut-être que dans la vidéo, bon, on ne voit pas, disons, celui qui lui propose un sifflement, c'est moi en fait, mais écoutez ce qui s'est passé. Il a répété. Donc, ça lui a marqué un peu des vibratos quand même, vous ne trouvez pas? Mais quand même, c'est exceptionnel. C'est-à-dire, je suis resté comme Plutarque devant la pie. Hein. C'est-à-dire que je lui ai vraiment proposé un sifflement comme ça. Et là, écoutez, regardez comme elle écoute attentivement et comme elle attend un moment. Et après, elle a répété tel quel. Bonjour. Il a répété. Donc, quelque part, ça confirme notre Plutarque. Alors, on a encore de la matière, et donc je sais que c'est un peu tard, et donc on va sauter une auteur qui pourrait être intéressante pour certains aspects, que c'est un naturaliste, encyclopédiste qui est lien, qui a fait aussi des observations intéressantes. Et je pense, simplement pour boucler vraiment notre discours, on dit quelques mots sur Augustin, qui est un penseur chrétien, qui fait quoi? Qui écrit donc un célèbre De Musica avec une définition dedans de la musique comme scientia bene modulandi, pour qu'il y ait musique, les mouvements produits ne doivent pas seulement observer la mesure, mais doit être fait avec art, bene, donc bien. Et à partir de cette définition, et pour tenter de comprendre comment la musique fonctionne, dans notre, au fond, capacité de mémoriser et de répéter des rythmes, Augustin met en scène un dialogue très intéressant entre le maître et l'élève, et là-dedans, il rencontre le chant des oiseaux, qui lui pose également un problème, parce qu'il s'est dit, bon, regarde le rossignol, avec ce chant printanier qui est très doux, numerosus, ce qui veut dire qui suit le nombre, c'est-à-dire suit la mesure, et adapté à la saison. Mais aussi, éléphants, ours et autres espèces semblent se mouvoir à rythme, manifester un certain plaisir d'écoute. Tous les oiseaux chantèrent se délectent intensément des sons harmonieux qu'ils produisent. Donc, quelque part, comment ça se fait que voilà, ces animaux possèdent cette capacité de réagir à un son qui est mesuré, et donc à quelque part à reconnaître les numérus là-dedans, c'est-à-dire la mesure. Une position de principe du maître, disons, fait écarter tout de suite cette hypothèse. Il y a une position de principe. L'homme a plus de valeur, non parce qu'il observe les lois des numériques, mais parce qu'il les connaît. Vous voyez cet argument platonicien qu'on retrouve ici, c'est seulement... alors, certes, les animaux sont capables d'imitation, mais la seule imitation ne suffit pas. Il faut connaître les principes. Face à cette position de principe, les perplexités de l'élève, qui sont la partie pour nous plus intéressante, comme ils possèdent une mémoire, un sens antérieur, les animaux respectent la loi du numérus,
les sons ou le mouvement qu'ils produisent et apprécient ressemblent à ceux émis par les flûtistes et citaristes. Vous voyez cette référence platonicienne, mais tournée de l'autre côté, qui jouent correctement. Donc, si une considération éthique est fondamentalement interdit aux maîtres de donner les normes de musique à cette activité, cela n'empêche qu'en elle se manifeste un certain degré d'ordre. Et Augustin avait beaucoup développé cet argument de l'ordre dans un autre dialogue, ce qui lui posait un problème. Donc on voit bien son hésitation là-dedans. C'est où le nez du problème? Pour chanter, pour jouer, il faut de la mémoire. Depuis Aristote, la présence de cette faculté est reconnue à certains animaux capables de réactualiser une image perçue dans le passé. Ça, c'est un moment qu'on a retrouvé. Et, plus en général, donc, leur capacité d'apprendre. En fait, sens et mémoire suffisent non seulement à rendre raison de l'habilité d'exécution, mais aussi de la capacité de jugement primordial que la nature a donnée à celui qui écoute. Donc, quelque part, il y a une position de principe d'un côté, mais une observation qui est transversale par rapport à cette position de principe. Comment résoudre cet obstacle? C'est la position, disons, de la définition de départ. La musique est une scientia bene modulandi. Donc, après, donc, la musique à partir du quadrivium, donc des sciences. Et la science n'est pas généralement l'apanage des musiciens. Et leur succès dépend des applaudissements de la foule, dont est capable aussi un animal, un rossignol. Il y a ce divorce entre savoir théorique et pratique musicale qui va parcourir après tout le Moyen-Âge. Vous le retrouverez typiquement chez Guy Laretin. Vous savez très bien qu'il s'est dit, bon, les musiciens qui font des choses sans savoir pourquoi sont un peu comme des bêtes. Donc, mais bon, c'est les bêtes qui nous intéressent ici. Donc, et alors, c'est plutôt honorable de notre point de vue comme argument. Même parce que, comme le disait Leibniz aussi, pour la plupart de nos comportements quotidiens, pour tout ce que nous faisons, pour tout ce que nous avons appris aussi, nous sommes comme des bêtes, effectivement. Alors, pour conclure, vous voyez que les aptitudes musicales des animaux constituaient certainement un enjeu important d'une réflexion plus large, antique, consacrée à la compréhension de ce qui sépare l'homme de l'animal. Et ça a été même un nœud, vraiment, des controverses entre les différentes écoles philosophiques. Alors, ce nœud a été en grande partie généré par Platon et Aristote, et l'ambivalence de leurs réflexions, qui a nourri par la suite donc des écoles opposées. Alors, qui ont voulu montrer que tantôt donc que la musique était le résultat, les performances musicales des animaux étaient tantôt le résultat d'une impulsion naturelle à laquelle la réflexion n'avait aucune part, et tantôt y ont vu le signe d'une intelligence, certes inférieure à celle des hommes, mais réelle et capable d'aboutir à la maîtrise d'une ars. Alors, et c'est le débat donc, entre stoïciens et néo-académiciens dont nous avons rapporté quelques jalons, il est beaucoup plus large. On en a sauté, on vous en a épargné un certain nombre. En tout cas, dans ce débat, le chant de certains oiseaux constitue, pour les néo-académiciens, la preuve des extraordinaires capacités d'imitation, d'apprentissage et de transmission que l'on peut rencontrer dans le monde animal et qui sont confirmées donc, par les zoomusicologues aujourd'hui. Alors, après ce débat entre stoïciens et néo-académiciens, les stoïciens eux-mêmes se sont employés, donc les chrétiens se sont employés pour leur part à la réflexion chrétienne, à creuser le fossé entre monde humain et animal que avaient déjà commencé à creuser donc les stoïciens. La dignité de musicus, de musicien, désormais exclusivement liée à la maîtrise d'un savoir théorique, semble définitivement placée hors de la portée des animaux, à partir de la pensée chrétienne. Et c'est notre mot. Alors, écoutez, on a un petit peu de temps pas beaucoup de temps pour les questions, les commentaires, les remarques. Donc,
Caroline? Oui, merci beaucoup. C'est absolument fascinant, vraiment. J'ai plein de réflexions, des questions. Je suis vraiment étonnée en fait de constater à quel point la question du sens était éludée presque systématiquement. Donc c'est ce qui est cette conviction que les oiseaux chantent pour le plaisir. Et donc je suis étonnée que les observations ne les aient pas menées à comprendre la fonction de ces chants-là pour alerter la présence d'un prédateur, aussi dans le contexte de production, etc. Donc c'est vraiment fou. Aussi, j'ai un commentaire à propos de l'imitation. Donc vous avez mentionné le cas de cet oiseau ici, Ménat. Les canaris, évidemment, les serins ont la capacité d'imiter. Et puis j'ai appris récemment l'existence de ces orgues au XVIIIe siècle, les serinettes. Donc ces orgues à rouleau perforés qui étaient donc conçus pour entraîner les serins à apprendre des mélodies. Donc je ne sais pas à quel point c'était efficace ou si ça a été documenté, mais c'est intéressant de creuser ce phénomène-là. Les serinettes. Il y a un instrument dans le texte, on pouvait pas, je ne sais pas s'il figurait dans les textes de Pline qu'on approche plus, mais il parle d'un instrument pour imiter le son du rossignol, oui. Mais là, c'était pour entraîner. Non, c'est autre chose, oui. Ce sont des instruments mécaniques. Un instrument mécanique qui servait à entraîner des oiseaux qu'on avait chez soi dans une cage. Donc on pouvait. Oui. Alors, pour le plaisir, si tu me permets. Alors, ce qu'il faut voir dans cette réflexion des anciens, ce qu'on n'a peut-être pas assez souligné, c'est que d'un côté, il y avait donc les observations d'Aristote dans la nature, le chant en situation d'alerte, pour la reproduction, etc. Mais de l'autre, il y avait un autre type de chant que pouvaient observer les anciens, et on peut articuler dans le monde romain, c'est le chant des oiseaux en captivité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les anciens domestiquaient beaucoup plus d'animaux en général que nous. Alors, on pouvait se promener avec son ours. Donc, il y avait beaucoup plus d'animaux qui étaient domestiqués que de nos jours. Et ça, on ne s'en rend pas assez compte. Et donc, en particulier, les oiseaux. Ils domestiquaient énormément d'oiseaux. On a le souvenir dans l'historiographie impériale d'empereurs qui avaient s'amusaient à entraîner les oiseaux chanteurs à chanter certaines séquences. Donc ils allaient beaucoup plus loin que nous de ce point de vue-là. Donc quand ils parlent de plaisir de chanter, c'était des oiseaux en captivité qui n'avaient pas de problème de prédateurs ou pour se nourrir. Et donc, alors on ne pouvait pas parler de ça, mais on a gardé le souvenir on ne sait pas exactement qui c'est, d'un Carmide de Marseille qui disait que le rossignol en captivité chante mieux que le rossignol dans la nature parce qu'il a un public et donc il est tellement content de chanter qu'il chante encore mieux. Alors, et plus tard, quand il parle certes c'est très littéraire si vous voulez, mais pas seulement. Quand il parle de la pie, par exemple, qui était la pipe du barbier, il peut parler aussi de rossignols en captivité. On les capturait et on les élevait. Et donc, c'était des oiseaux qui n'avaient rien d'autre à faire de la journée que de chanter et de montrer leur voix. Donc, c'est pour ça qu'ils ont dit que c'était pour l'amour du chant et pour le plaisir et la beauté. Je pense que ça, il faut beaucoup insister sur ça. Et cela dit, donc, chez Aristote, quand même, la fonction biologique est bien reconnue, hein, c'est-à-dire la fonction d'appel, la fonction la saison des amours, donc la séduction, le fait d'attirer l'autre sexe. Donc ça, c'est clairement le reconnu. Le problème est que, donc ce qui est intéressant, c'est qu'il dit il y a ça, mais il n'y a pas que ça. C'est ça la question. Ce n'est pas le fait qu'il n'observe, au contraire, il observe, c'est une fonction. Après, c'est vrai que les réflexions, la reprise de cette pensée est souvent, on accentue surtout la fascination pour ce que l'oiseau fait. Et donc, pour cette description, par exemple, chez Pline, c'est assez clair. Et l'idée d'argumenter et dire qu'il y a une sorte d'ars là-dedans, c'est vraiment pour dire qu'il n'y a pas que la fonction biologique. Il l'avait vu, hein, Aristote l'avait vu clairement. Donc, la fonction des significations, mais dans le sens, disons, des significations même sur le plan biologique, comme ça, il est là, hein, il est reconnu déjà par Aristote, très clairement.
très clairement. Après, bon, c'est les passages qui nous intéressaient et qui vont vers le fait de dire il n'y a pas que ça. Mais il y avait quand même cette discussion sur le fait que ça n'avait pas de sens, que ce qui distinguait. Ah oui. Donc, Ça, c'est l'argument de Platon, par Ouais. contre. Non, c'est-à-dire le fait que. c'est contradictoire avec la reconnaissance de la fonction ouais. biologique. C'est vrai. Le fait est que là n'a pas de sens, il pense au sens de la signification dans le langage, c'est-à-dire la Ouais, dénotation de quelque chose. Ça ne dit Ça rien. ne dit rien, ça, je c'est comprends. C'est tout le problème du logos, qui veut dire à la fois parole et raison. Et dans le cas, donc, c'est ce qui distingue ça du signal. Mais c'est ça? Ouais. Maintenant, on sait que on commence à décoder le chant de certains oiseaux. On sait que certaines espèces sont capables de prévenir d'un certain type de prédateur, de pouvoir dire Oui. à quel endroit le prédateur se trouve. On a juste à l'aube du décodage de certains. L'exemple le plus simple, c'est l'animal par excellence qu'il y a ici, notamment sur Montréal, qui est l'écureuil, dont le cri se distingue en fonction du prédateur qui est en bas de l'arbre. On est capable, avec certaines expériences, de savoir si c'est un chat, si c'est un renard ou autre. Ils sont assez. Et le merle, c'est pareil. Le merle, c'est pareil. Le merle, c'est pareil. Alors, Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé. Même si c'est moi aussi, j'entendais dire que c'était loin de vos recherches, mais moi aussi, mais finalement, on arrive à faire des liens. Bref, là où je veux en venir, c'est que je comprends qu'ils employaient l'ars en termes, oui, de beauté, mais ça me fait penser aussi en termes d'un savoir-faire. Oui. Donc, Technique. je me demande, moi, ce que j'essayais de trouver les failles, tu sais, dans leur raisonnement. Évidemment qu'il y en a, mais en il est en même train de temps, rédiger sa thèse de doctorat. non, mais je suis quand même fasciné à quel point il y a 2000, 3000 ans, Oui. Ça, c'est Les incroyable. anciens ont pratiquement tout dit. puis Et- c'est ça, je trouvais ça Et Aristote, fascinant. elle est tellement loin. Vraiment, c'est Aristote, magnifique. c'est Quand on pense à complètement Aristote, fascinant. quoi. c'est fascinant. L'histoire des animaux, c'est vraiment fascinant. Alors, on dit toujours que les derniers livres ont été écrits par son successeur Théophraste, mais au fond, non. Le premier aussi, il y a déjà le chant, les oiseaux chanteurs, non chanteurs, ils s'occupent de musicalité, d'intensité, etc. Aristote, c'est vraiment fascinant. Ben, c'est un exemple de recherche participative, si tu veux, parce qu'il avait, Oui. il avait tous Je veux ces dire qu'il élèves pouvait étudiants se et tout, permettre. il les envoyait à observer et il faisait rassembler Il les n'y avait pas que ses observations. étudiants. Non, Alexandre le Grand avait mis à sa disposition ouais. tout un personnel qui allait interroger un tel, donc il avait toute une documentation. Il avait tout un personnel chargé de rassembler la documentation. Et toi, tu avais une question Là où je voulais en venir, c'était que je me demande si, est-ce que l'humain, on n'a pas un biais d'intérêt, c'est-à-dire, est-ce qu'on ne trouve pas, particulièrement chez les oiseaux, une beauté musicale plus grande, par exemple, plus supérieure que chez l'écureuil, qu'on ne penserait pas à penser à la musicalité d'écureuil parce qu'on trouve ça moins beau. Bref, j'ai pas de réponse, là, je fais juste lancer ça, parce qu'effectivement, je suis personnellement l'oiseau, au messian, puis etc. Une musicalité chez l'oiseau qui est magnifique. Il y a une virtuosité peut-être aussi chez certains oiseaux. Mais est-ce qu'on s'attarde particulièrement à l'oiseau parce qu'on pense qu'il a une certaine forme d'intelligence musicale? Puis ça, c'est une autre chose à laquelle je me disais, on parlait d'intelligence, mais quand on rajoute un S à intelligence, puis qu'on n'est pas obligé de parler d'intelligence avec un grand I, en fait, si on parle d'intelligence musicale, puis que, bref, j'ai pas de fin à cette phrase-là, mais dans le sens, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Est-ce qu'il y a pas d'autres espèces animales qui auraient aussi une importante forme de musicalité sans qu'on la suspecte? Encore une fois, je pense que le modèle aristotélicien a une réponse là-dedans, c'est-à-dire justement la réponse n'est pas dichotomique et même chez l'animal il y a une gradualité. Certains animaux sont capables de faire certaines choses, d'autres non. Alors après on pourrait dire mais
est-ce que ce n'est plutôt les hommes qui attribuent à l'oiseau une intelligence plus grande parce qu'il sait faire ce que les hommes font? Il n'y a pas une sorte de vision anthropocentrique. Mais on pourrait répondre tout simplement, que démontre à son tour le chant? Démontre une capacité constructive, c'est-à-dire des reconstruction d'une séquence qui n'est pas simplement répétée, mais qui est, comment dire, variée, et dont les variations sont transmises. Ça, c'est exceptionnel, parce qu'au fond, si on pense, c'est vraiment les bases de ce qui est notre culture, au fond. Quand on se dit que, bon, les Inuits ne font pas ce que font, en quelque mesure, ils font ce que font tous les autres, mais dans une autre mesure, non, parce qu'il existe une culture inuite, comme nous l'explique très bien Jean-Jacques. Et également, on pourrait dire, voilà, il y a évidemment une culture qui est liée à un endroit, qui a ses spécificités. Il y a un dialectos chez les rossignols qui fonctionne dans une région et pas dans une autre. Et quand on déplace un rossignol d'une région à l'autre, il apprend ces dialectos. Et donc on apprend à chanter avec l'accent canadien. Donc c'est quand même... je veux dire, c'est formidable. C'est au fond, c'est vrai que c'est quelque chose... ça montre quand même une capacité que certains animaux ont. Et c'est pour ça que les oiseaux sont une exception. Pour d'autres aspects, d'autres animaux sont tout aussi exceptionnels. Quand on se dit la construction de nids, c'est pas une opération. Après, il faudrait demander effectivement aux ornithologues s'il y a des variations qui sont là-dedans visibles aussi. Si tous les oiseaux sont pareils, ou s'il y a des oiseaux architectes. Il faudrait se demander. Certainement, il y a des oiseaux musiciens. Donc, pour les autres animaux, on pourrait penser aux grenouilles, le chant des grenouilles. Il y a certaines espèces de grenouilles qui font des symphonies. En fait. C'est la polyphonie assez incroyable. En fait. Et puis, les insectes, on parlait de la cigale aussi, les grillons, les cigales. C'est rythmique, on peut leur prêter. Mais je suis d'accord, c'est nous qui projetons ces qualités-là, certainement en fait, sur. Ça soulève la question. C'est la production sonore avant tout. Puis à propos de la culture musicale des oiseaux, il y a un cas qui est documenté au Québec, c'est celui du bruyant à gorge blanche, un tout petit oiseau. Son chant, c'est Où es-tu Frédéric, c'est ça? Où es-tu Frédéric? Et apparemment, une variante de ce chant-là aurait été lancée au Québec. Donc, en fait, il y a une syllabe qui saute, donc ce serait plutôt Où es-tu Éric. Et ils ont pu montrer en fait comment ça s'est diffusé à partir d'une certaine région du Québec jusqu'au nord des États-Unis, et ça sur une échelle de temps assez courte en fait. Hein, donc, et alors c'est un cas parmi d'autres, on est en train de les documenter de plus en plus. Donc clairement, et c'est ça, on parlait un peu comme si c'était un chanteur à la mode, hein, qui avait lancé un peu sa variante, et puis tout d'un coup, ça avait plu aux autres oiseaux, et la variante était lancée, puis prenait la place du motif précédent. Cette référence, c'est vraiment... Oui, j'en ai vu, c'est ça. On a aussi une que j'avais lue, j'ai oublié de quel oiseau il s'agit, et de la référence, je l'avoue, mais qui m'avait fasciné, l'oiseau du parc du Yellowstone, dont un des spécimens aurait été apprivoisé par un flûtiste, et qui ensuite chantait, et après les oiseaux de cette race-là du Yellowstone a intégré dans sa séquence musicale un peu une séquence de ce que jouait le flûtiste. Et c'est resté dans la culture musicale des oiseaux. Alors voilà la référence que je l'ai lue chez Bettini. Ah oui. Ça. Maurizio Bettini. Voilà, donc qui parlait de ces oiseaux du Yellowstone, mais je n'ai pas vérifié la référence. Mais ça, c'était fascinant. Je pense que c'est vrai. Et c'est totalement fascinant. Qui a intégré une séquence de musique humaine à l'intérieur de la sienne. C'est dans la... Maurizio Bettini, Voci, c'est le titre du livre, qui a été d'ailleurs dédié, ce livre, à Berio, à Luciano Berio.
Il y a une composition de Dario qui s'appelle Voci. Mais je crois qu'il n'y a pas de traduction, c'est seulement en italien seulement. L'édition in Italie. Et voilà, donc on a fait le temps que nous étions à partie pour cette présentation. Merci infiniment. C'était vraiment magnifique.